Bonjour à tous les païens, bonjour à tous les chercheurs, à tous les hommes libres, bonjour à tous les curieux, bienvenue sur Pagans TV, la chaîne qui s'intéresse à tout ce qui est ancien, à tout ce qui se rapporte, à tout ce qui est pré-abrahamique, pré-chrétien notamment, toutes ces cultures anciennes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Yann de la chaîne Révélation et Aventure Web. Bonjour Yann, comment vas-tu? Bonjour Pagans TV, ou alors on a le droit de dire ton prénom. Oui, oui, oui. Salut Oleg, tout va bien? Tout va très bien, merci de m'accueillir sur la chaîne et merci à tous d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Bah écoute Yann, c'est vraiment un plaisir pour moi et pour nous, la communauté Pagan Libre Païen, de t'accueillir parce que vraiment tu fais un super boulot. Donc t'es ici chez toi, enfin en tout cas t'es chez les copains. Ok, ça Donc marche. J'essaie de pas faire trop de bordel quand même. donc voilà. Donc pour ceux qui te connaisseraient pas, je rappelle que tu es Connaisserait? un. Oui, merci. Je rappelle que tu es un, on va dire un chercheur en archéologie, un chercheur sur tout ce qui est bâtiments anciens. Tu as une chaîne YouTube donc qui s'appelle Révélation et Aventure Web. Tu as écrit un bouquin là récemment et tu organises des voyages pour qui est intéressé. Tu les emmènes sur le plateau de Gizeh, voir avec ton œil avisé, tu leur montres ce qui est intéressant à regarder. Tout ça pour examiner de près la théorie officielle. Et au final, au fil de tes vidéos, toi qui fais quelque chose, enfin un travail objectif, on s'aperçoit que la théorie officielle ne tient pas vraiment debout. Et nous, ce qui va nous intéresser sur Pagans TV, c'est bien entendu le fait que on s'aperçoit au fil de tes vidéos que il semblerait qu'il y a eu des techniques de construction. Par exemple, on va parler directement des pyramides de Gizeh ou en Amérique du Sud. On s'aperçoit que les techniques de construction, finalement, c'est peut-être bien des intelligences alternatives, des techniques de construction alternatives, mais qui reflètent donc une grande intelligence dans ces anciennes civilisations. Et donc, pour nous, c'est super parce que ça revalorise les anciennes civilisations, donc tout ce qui est pré-chrétien, pré-abrahamique, donc païen. Et je rassure tous les celto-vikings qui nous suivent, parce que c'est la majorité, même si on va pas souvent en Europe trouver ces bâtiments, hein, les pyramides sont en Égypte, mais les pyramides pointent quand même vers le nord et il y a quand même des liens avec les mégalithes qu'on va trouver sur notre bonne vieille terre d'Europe, que ce soit Stonehenge, que ce soit les mégalithes en Armorique. Il y a quand même des liens géométriques, des distances. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pour vous dire que, chers Celto-Vikings, vous devez vous intéresser à ces pyramides, vous devez vous intéresser et soutenir le travail de Yann, parce que c'est également très important pour nous. Il y a également un lien avec nos ancêtres à nous. Donc, écoute Yann, vraiment merci d'être parmi nous. Hein. Euh, Dis-nous juste, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comme ça un chercheur, quoi, de prendre un peu ton dracar et de devenir un homme indépendant qui se lance à l'aventure. T'as monté ta boîte, tout ça, tu fais des voyages, tu fais un travail super. Bref, un vrai homme indépendant, un vrai viking. Qu'est-ce qui t'a donné envie voilà, de changer Euh, ta vie comme ça? la genèse, alors avant de changer la vie, je vais d'abord parler de la passion, comment c'est venu de tomber un petit peu là-dedans, dans tout ce qui est, toi tu l'appelles païen, moi j'appelle ça civilisation antique ou ancienne. En fait, moi je suis tombé dedans il y a à peu près une dizaine d'années quand je vivais à Prague, où je suivais pas vraiment, on va dire, le cursus universitaire qui m'était destiné. Et au gré de ces périodes, on va dire, un petit peu de glande, je suis tombé au balbutiement de YouTube sur une vidéo qui parlait de la Grande Pyramide et notamment du sarcophage, enfin de ce qu'on appelle le sarcophage du roi qui se trouve dans la pièce.
la chambre du roi, et ça m'a grandement intrigué parce que c'était un reportage avec une vision déjà à l'époque alternative qui relatait en grande partie les travaux de Graham Hancock et de Robert Bauval. Donc de là, comment dire, la ligne éditoriale, on va dire, du reportage était pas du tout académique, ni sensationnaliste. C'était simplement factuel en soulevant des questions. Et pour moi, c'était une vraie découverte. J'avais jamais vu de contenu, qu'il soit écrit ou vidéo ou audio, sur ce sujet. Et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et je me suis dit, effectivement, il y a quelques trucs qui me semblent un petit peu louches. Et puis j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'a amené 10 ans plus tard. Alors je ne sais pas si je peux être considéré comme un chercheur. En tout cas, je suis un explorateur qui va voir sur le terrain. Je reste pas derrière mon ordinateur parce que derrière l'ordinateur, ça ne sert à rien. Je vais voir. J'ai toujours T'es voulu un aller voir. chercheur, excuse-moi, je te coupe, Ouais. t'es un chercheur qui trouve. Ça, c'est un détail important. Tu as trouvé Euh, des choses. oui, oui, Tu restes pas dans ton bureau à toucher de l'argent, à chercher quelque chose, on ne sait pas trop quoi, comme certains chercheurs. je ne sais pas si trouver, enfin, si le fait de voir et de constater in situ, c'est trouver, parce que j'ai pas fait de fouilles archéologiques ni rien. Je veux dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai capturé en vidéo pour ma chaîne Révélation et Aventure Web, ou ce que j'ai capturé en photo pour illustrer mon bouquin, c'est des choses qui sont là. Donc je sais pas si je les ai trouvées, mais en tout cas, j'ai pris le temps d'aller voir et d'épier tous les centimètres carrés des différents sites qui existent, parce que c'est justement en prenant le temps de voir tous les détails de ces différents sites qu'on peut trouver ces choses, si pour reprendre ton terme de trouvailles. Et puis, comme moi j'ai toujours été un voyageur et un baroudeur invétéré, c'est ma grande passion dans la vie. À partir du moment où j'ai mis le doigt dans cet engrenage, il fallait que j'aille sur les sites pour voir directement tout ça. Et, euh, et fort du succès que j'ai eu en fait au lancement des différents projets que j'avais, chaîne YouTube, euh, page Facebook, etc., je me suis aussi dit qu'il fallait vraiment, dans une approche, comment dirais-je, d'utilité publique, si je puis me permettre, de pouvoir partager ça pour que les gens le voient directement sur place. Alors à l'époque, c'était vraiment tout petit, hein, c'était un petit voyage par an comme ça pour emmener quelques personnes. Et puis après, c'est vrai que j'ai basculé on va dire dans le côté entrepreneurial, etc. Et en me demandant qu'est-ce que je pourrais bien faire en quittant le système du salariat, je me suis dit pourquoi pas essayer, en tout cas, de faire des voyages. Alors pas forcément que des voyages sur les mystères du passé, parce que je fais aussi d'autres pays comme l'Indonésie, l'Islande, enfin des pays qui ne recèlent pas forcément de constructions mégalithiques mystérieuses. Mais en tout cas, voilà, de proposer quelque chose de par ma connaissance et mon expérience des voyages, de proposer ça aux gens pour qu'il y ait des expériences authentiques, hors des sentiers battus, des vraies expériences qui habituellement sont réservées à toi quand tu pars tout seul en sac à dos ou quand les gens partent à deux, mais qui ne sont, en tout cas dans la plupart des cas, jamais disponibles quand on parle de groupe. Et en fait, moi, j'essaye de joindre les deux bouts, de faire vivre des expériences à des groupes. Et en l'occurrence, effectivement, le voyage qui a le plus de succès, c'est l'Égypte. C'est un voyage qui est toujours complet, 2 fois par an, où j'emmène des groupes. Et là, on prend notre temps. Avant, je disais que c'est très important de prendre le temps sur tous les sites à titre informatif. Sur le prochain voyage du mois d'avril, fin avril, début mai, le plateau de Gizeh, on va y passer au moins une journée complète. Alors que tous les gens qui font du tourisme, parce que voyage et tourisme, pour moi, c'est deux choses différentes, mais tous les gens qui vont voir ça de manière organisée, ils passent une demi-heure devant la Grande Pyramide, ensuite ils vont au Sphinx, et ensuite ils partent. Mais nous, on fait toute la journée, même s'il faudrait évidemment plusieurs journées, mais on fait au moins une journée complète sur le plateau de Gizeh pour voir le Sphinx, le temple de la vallée, et les 9 pyramides, parce qu'il n'y en a pas que 3. Donc c'est vraiment... et ça c'est une réelle clé de compréhension des sites que j'applique non seulement au plateau de Gizeh, mais à tous les autres sites qu'on va voir, et que ce soit avec un groupe ou même moi tout seul, c'est
incontournable pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, pour approfondir un petit peu cette compréhension, en fin avril, avant le prochain voyage de groupe, en fait, je vais aller avec une personne pour essayer de mesurer, j'ai bien dit essayer de mesurer, toutes les cuves du Sérapéum pour en faire une modélisation 3D exhaustive, chose qui n'a jamais été réalisée. Ce serait une première mondiale. Ah ouais, super ça. Donc Super intéressant. voilà, c'est le projet. Et avant, ouais, je mentionnais juste le bouquin. Je l'ai sous le coude. Je vais peut-être le ressortir pour pouvoir Ouais, t'illustrer pour certains de mes. illustrer, ouais. Bah carrément, hein. Je vais On va essayer pas de te le s'en priver, hein. ressortir pour essayer de t'illustrer certains de mes propos. Donc voilà, je l'ai sous le coude et puis on s'en D'accord. servira si besoin. Et s'il y en a qui aiment lire, eh ben, n'hésitez pas à aller sur Amazon. Le guide secret de l'Égypte ancienne, 13 sites d'exception pour repenser notre histoire. Et en fait, je vous emmène au gré d'un voyage, en fait. C'est une sorte de mi-carnet de route, comment dirais-je, mi-carnet de route, mi-recherche, on va dire, même si le terme est un petit peu pompeux. Mais en tout cas, voilà, constatation étonnante et anomalie. Oui, oui, j'en doute pas, hein. Moi, c'est un livre que, bon, là, j'ai pas encore eu le temps de le lire, parce que là, je suis vraiment archi débordé, j'ai un retard pas possible, mais je vais le lire de toute urgence, hein, dès que je pourrai. Je suis convaincu que ça va être super intéressant. Alors, justement, comment tu peux nous démontrer par quoi on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer directement par l'Égypte? Il y a plusieurs choses qui démontrent que la théorie officielle ne tient pas. Alors, Tu avais démontré que c'était pas des tombeaux, par exemple. la théorie officielle qui ne tient pas, il faut toujours être très prudent avec les termes qu'on emploie, parce que la théorie officielle qui ne tient pas, ça ne veut pas dire que quand on ouvre un livre d'égyptologie sur la chronologie des pharaons ou autre chose, tout est faux. Non, là où moi je me concentre, c'est sur la probabilité d'une civilisation prédynastique de laquelle sont issues certaines constructions. Donc il faut toujours bien peser ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on va en Égypte qu'on peut se dire bon ben voilà, tout est faux, tout est n'importe quoi. Non. Euh, mais il y a certains faits, certains liens qu'on peut faire en Égypte, mais aussi entre l'Égypte et d'autres civilisations, ou en tout cas d'autres peuplades ou autres, peu importe, qui nous permettent de comprendre certaines choses et comprendre en l'occurrence que certains éléments de la chronologie qui nous est offerte de manière officielle et immuable depuis maintenant un peu plus de 200 ans, depuis les épopées napoléoniennes au début du 19e, et ben que cette chronologie, il y a des manquements, il y a des trous, et sur ces manquements et ces trous, ce qui est expliqué pour les combler, ça tient pas forcément la route. Alors comme j'ai dit, il faut pas étendre cette réflexion à l'ensemble des 30 dynasties pharaoniques. C'est simplement qu'il y a certaines choses qui sont là et qui ne coïncident pas avec ce qu'on en dit. Et effectivement, l'Égypte est un très bon point de départ, mais de l'Égypte, on peut faire des liens avec d'autres parties du monde, chose que malheureusement les égyptologues ne font pas. C'est-à-dire que, et à l'inverse, ceux qui étudient la Mésoamérique, par exemple, ne font pas non plus. Alors qu'il y a... Bon, après, on va peut-être en parler au gré de notre conversation, Tout mais à c'est vrai. fait. Mais le point de départ, déjà, ça m'a toujours semblé très inscientifique, si je peux me permettre le néologisme, d'essayer de tirer des conclusions civilisationnelles et chronologiques sur un pays sans considérer son voisin, parce que il y a le Soudan, il y a Petra, il y a aussi des choses qui sont intéressantes dans les déserts d'Arabie Saoudite, et il y a aussi des choses extrêmement intéressantes et qui sont intrinsèquement liées à l'Égypte, qui se trouvent en Amérique du Sud. Tout à fait. Après, dans les techniques de construction, il n'y a pas que ces deux sites, hein. On sait très bien que en Italie, en Grèce, à Malte, pour l'Europe, on retrouve des structures de construction qui sont des purs copier-coller de ce qu'on retrouve en Égypte, de ce qu'on retrouve en Amérique du Sud, aussi en Asie. Là, aujourd'hui, on enregistre. Ouais, on n'est pas live. On enregistre, mais dans quelques jours, moi, je vais partir en Asie. Et même si l'Asie, c'est pas forcément
aussi mystérieux parce qu'il n'y a pas ce côté pharaonique pour le coup des constructions. Il n'empêche qu'il y a certains sites qui représentent aussi les mêmes structures avec des retours d'angle, des espèces de puzzles d'assemblage, tout ça, notamment le temple de Sukhothai en Thaïlande qu'on va aller visiter avec un groupe. Enfin, il y a toutes ces choses qui font que si on s'intéresse, et tu l'as très bien dit d'ailleurs toi-même dans ton introduction, il y a Stonehenge, il y a beaucoup de choses en Europe, mais pour les comprendre, il faut aussi un petit peu se pencher sur l'Égypte et vice-versa. Et de manière générale, pour comprendre notre passé, on peut pas se contenter de remettre en cause ou d'essayer de chercher concernant les pharaons. Il faut aussi considérer l'Amérique andine, la Mésoamérique, l'Asie, et puis aussi oui, les Vikings, la Grèce, la Turquie avec Derinkuyu par exemple. Enfin, on ne peut pas s'intéresser à une chose sans au moins considérer les autres, parce qu'effectivement, moi, je suis spécialisé plus dans l'Égypte, parce que j'y vais 3, 4, des fois 5 fois par an. Voilà, je suis là-bas un petit peu chez moi, mais c'est pas pour autant que j'ai balayé d'un revers de main les autres civilisations, les autres parties du monde sur lesquelles on trouve des constructions, quand bien même elles ne seraient pas aussi mystérieuses, parce que chacune a son intérêt et nous permet de comprendre certaines choses. Et c'est vrai que l'Égypte est au centre du monde du point de vue terrestre. Elle est vraiment positionnée au centre, je crois, enfin, au niveau du territoire terrestre, on va dire. Les terres émergées. Voilà, merci, les terres émergées. Et en fait, effectivement, il semblerait que tous ces monuments sont liés, mais l'Égypte reste quand même le centre, d'où le surplus d'intérêt pour l'Égypte. Mais effectivement, il faut prendre en considération le tout pour avoir une vision, enfin, en tout cas, pour bien appréhender et comprendre les choses. Et quand tu parlais aussi au début de la chronologie, tu remettais en cause certaines chronologies, tu avais fait une bonne vidéo aussi où tu parlais tu mettais en doute l'existence de Ramsès, pardon. Ramsès. Ramsès II, pour être plus précis. Oui. Effectivement, ouais, alors évidemment, c'était un titre, pas un titre provoque, mais c'était un titre qui amène à se poser la question, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde les différentes statues de Ramsès qu'on trouve à travers le pays, alors où est-ce qu'on les trouve? On les trouve sur le temple d'Abou Simbel, on les trouve dans les temples de Luxor, on les trouve dans différents musées, on les retrouve au Ramesséum, aussi à Luxor, enfin, on le retrouve partout. Ramsès II, c'est le plus grand bâtisseur, en tout cas, que l'on attribue à cette période pharaonique. Et quand on y regarde de plus près, qu'on fait des copier-coller, on se rend compte qu'il n'y a aucune statue qui se ressemble. Quand on les met les unes à côté des autres, il n'y a aucune qui a la même tête que l'autre. Alors, effectivement, on pourra déjà dire que ça a été fait à différentes périodes de sa vie. Pourquoi pas? Parce qu'il a régné pendant 73 ou 74 ans. Il est mort très très vieux, à plus de 90 ans. Et donc forcément, il a eu le temps de changer un petit peu de morphologie, sauf que quand bien même ce serait le cas, on se rend compte que toutes les statues sont quand même, elles sont bien belles. Il n'y en a aucune qui représente un visage de vieillard, ou en tout cas de personnes qui rentrent dans l'âge adulte mature, au-delà de 40-50 ans. Autre explication qui peut être donnée, c'est donc déjà ça de ce point de vue-là. Moi, je l'exclus comme explication. La deuxième explication potentielle qu'on pourrait considérer pour expliquer ces différences entre les statues, c'est les compétences des artisans qui ont réalisé ces statues, et aussi l'absence éventuelle de modèles. Sauf que moi, quand j'entends ça, en fait, je me dis que quand on considère tout ce qui est attribué à Ramsès II, après on peut rentrer dans le sujet pour voir pourquoi ce qui lui est attribué n'est pas forcément issu de Ramsès II, tout ce qui lui est attribué en tout cas, c'est absolument phénoménal. Que ce soit Karnak, que ce soit le temple de Luxor, le Ramesséum, Abou Simbel, comme je disais, et tout ce qui lui est attribué. J'ai beaucoup de mal à imaginer que un tel pharaon avec un tel ego ou une telle grandiosité, je sais pas, trouve-moi un terme qui soit français. Ouais, mégalomanie.
Pas de la mégalomanie, mais en tout cas, voilà, la folie des grandeurs Mhm. et la folie de la recherche de perfection, comme c'est très souvent le cas en Égypte. Je ne peux pas considérer que les gars se soient lancés dans de tels projets sans que, de un, Ramsès mette son tampon d'approbation Mhm. sur tout ce qui le représente, et de deux, qu'ils aient engagé des artisans qui n'aient pas les compétences Mhm. nécessaires pour justement faire des réalisations parfaites qui soient toutes comme elles doivent être, comme elles doivent l'être. Mhm. Voilà. Donc avec ces deux réflexions, je me dis que sur ces statuts, il n'y a pas de raté, il n'y a pas d'étalage sur la chronologie de son règne, et que forcément, bah, de là, qui sait qu'elle représente ces statues? Parce qu'il y en a. Mhm. Est-ce que j'ai quelque chose? Je crois pas que j'ai quelque chose dans le bouquin. En tout cas, il y a certaines statues, c'est absolument flagrant. Il n'y a aucune partie du morphotype Oui, représentée on le qui. voit bien dans la vidéo, ouais, tu montres bien toutes les statues. Voilà. Mais on a l'impression qu'il y a une espèce de surglorification de Ramsès, comme si Ramsès, peut-être qu'après sa mort, euh, les événements qui ont suivi ont fait que les historiens, bref, les personnes au pouvoir ont peut-être décidé de surglorifier ce pharaon-là, peut-être parce qu'il se revendiquait finalement de s'aligner, je ne sais pas, mais en gros, on sent quand même que Ramsès, enfin, c'est le tout-puissant, mais quand on voit que toutes les statues n'ont pas forcément son visage, on se dit, est-ce que finalement, on l'a pas surestimé ce Ramsès que Bah, c'est ça? on peut se demander qui il était vraiment. Pour en revenir brièvement au statut, Ramsès, lui, il a eu 200 enfants. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait la remarque très intéressante en disant pourquoi ce ne seraient pas les enfants de Ramsès, ces statues. Voilà. La deuxième chose par rapport à l'attribution de ces temples et ces statues à Ramsès, c'est parce que on a des hiéroglyphes dessus, enfin, en tout cas en l'occurrence le cartouche. Le cartouche, c'est, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes, je vais essayer de vous en trouver un sympa. Le cartouche, en fait, c'est ce petit arrondi horizontal ou vertical dans lequel il y a des hiéroglyphes qui déterminent le nom du pharaon. Et quand ces hiéroglyphes sont entourés d'un cercle, eh ben, c'est ce qu'on appelle un cartouche. Alors, je ne sais pas si tu veux que je le montre à l'image Ah ou oui, si oui, tu le si, mettras en ça. post-prod. Vas-y, prends ton temps pour le Alors, montrer. est-ce que tu les vois? Tu vois ceux qui sont entourés? Ouais. Ok. Ah, voilà, c'est ça un cartouche. Et donc, sur ces statues, on retrouve des cartouches avec à l'intérieur les hiéroglyphes qui veulent dire Ramsès, à différentes parties de sa vie, parce qu'il y a le nom du pharaon était différent lorsqu'il était prince, avant son règne, pendant son règne et à la fin de son règne. Et toujours est-il que c'est par ces cartouches qu'on lui attribue ses réalisations. Mais un cartouche, euh, c'est comme, euh, c'est comme un livre, je veux dire, ça n'est rien de plus que quelqu'un qui écrit quelque chose à un moment. Mais qui est ce quelqu'un et quel est ce moment, c'est impossible de le déterminer. Mhm. Il faut toujours, c'est ça aussi qui peut soulever des questions, d'autant plus que pour être toujours dans le côté de Ramsès, lors du dernier voyage, j'ai pas encore mis la vidéo sur la chaîne, donc restez attentifs et ce sera, je pense, courant mois de mars, peut-être avril, suivant quand je la mettrai en ligne, parce que là j'ai un planning assez chargé avec je vais partir 6 semaines en Asie, dont 2 avec un groupe, puis après je vais filmer tous les temples de Bali. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vont venir, mais en tout cas, quand je vais parler du temple de Luxor, euh, vous verrez que en fait, on s'est rendu compte que les murs du temple étaient beaucoup trop proches des statues pour qu'ils soient contemporains. Ce qui veut dire que les statues étaient forcément avant. Mhm. Et chronologiquement, en termes de qualité de réalisation, ça tient tout à fait la route comme idée, parce que ça ne reste que des idées, enfin que des hypothèses, hein, il n'y a pas de théorie là derrière. Mais que ce soit moi ou des égyptologues, il faut savoir que rien n'est démontré aujourd'hui en égyptologie. On est toujours au stade de supputation, et l'archéologie, ça n'est rien de plus qu'une très profonde réflexion pour recroiser des données entre elles, pour tirer la tendance la plus probable. Mais il n'y a absolument rien de vérifiable, enfin je veux dire vraiment Mhm. à 100%. Euh, et donc ces statues, ces énormes statues granitiques, bah, d'ailleurs une qui est en couverture de mon bouquin, ça c'est ma statue préférée de tout le pays, ces statues elles sont trop proches des murs du temple pour vraiment se dire que le temple et les statues sont contemporains. Mhm. Donc les statues étaient là avant, ensuite on a rajouté des temples.
Qui a fait ces statues, qui elles représentaient, ça on ne sait pas. Et c'est d'autant plus intéressant que aussi lors du dernier voyage, on avait la chance d'avoir un architecte dans le groupe qui a été très intrigué par le fait qu'au colosse de même nom, je te laisse mettre une petite photo en post-prod sur les colosses de même nom. D'accord. Ouais, je vais pas vous mettre une photo noir et blanc car c'est magnifique. En fait, dans tous les temples, on retrouve la même structure. On retrouve ce qu'on appelle le pylône, donc c'est le gros mur d'entrée, on va dire. Suivant les temples, il y a différents pylônes. Hein. Sur le temple de Karnak, il y en a, maintenant je vais dire des bêtises, 8 ou 9. Au temple de Luxor, il y en a un. Au temple de Médine Habou, aussi sur la rive ouest de Luxor, il y en a plusieurs. Donc bref, il y a ce pylône. Et puis autour du temple, il y a des espèces de constructions de briques crues que l'on attribue à la même date de construction que le temple en lui-même, ce qui de toute évidence ne tient pas la route non plus, parce que c'est pas du tout. S'ils ont pu faire les temples avec un type de matériau, ils se seraient pas embêtés à faire des millions de micro-briques de qualité très médiocre, parce que de la brique de terre crue, c'est bon, voilà, c'est un peu pourri. Donc, s'ils ont pu faire les temples, ils auraient utilisé le même matériau pour faire les enceintes soi-disant protectrices. Sauf qu'au colosse de même nom, l'architecte il s'est dit qu'on devrait au moins sur toute cette zone retrouver quelque chose qui puisse faire penser à au moins des fondations de ces pylônes et des temples qui étaient là avant les statues, parce que maintenant, au colosse de même nom, il n'y a plus que les colosses, il n'y a strictement rien d'autre, il n'y a plus de temple ni rien. Alors que quand on est à Karnak, au temple de Luxor, à Médine Habou, au Ramesséum, tous les temples de Luxor, on a les statues et on a, dans un plus ou moins bon état, toujours les pylônes, et en tout cas, on voit qu'il y a eu de la construction. Oui, c'est-à-dire qu'à Karnak, ce serait contemporain, statue et pylône, alors que les autres, non. Alors à Karnak, il y a oui, à Karnak, c'est possible, parce que là, il n'y a rien qui puisse vraiment mettre le doute. Mais le but, enfin, ce que je veux dire là dans mon propos, c'est que dans tous ces endroits, même si c'est en très mauvais état, comme par exemple au Ramesséum, j'ai fait une vidéo sur le Ramesséum, je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas ce magnifique temple. Le pylône, il est complètement détruit, il est penché, il est bancal, il tombe en ruine, mais il est là. Et il y a aussi ce qu'on appelle habitation ou protection en briques de terre crue. Sauf qu'au colosse de même nom, on a les statues. Donc gardez en tête qu'avant je disais qu'au temple de Luxor, très très probablement il y avait d'abord des statues et ensuite on a réutilisé le site en y mettant un temple. Et au colosse de même nom, on n'a strictement rien qui puisse faire penser qu'il y ait eu un temple. On est persuadé qu'il y avait un temple au colosse de même nom, que le temple a totalement disparu et que maintenant on n'a plus que ces énormes statues qui font près de 1000 tonnes. Sauf qu'on n'a ni les habitations, ni les remparts de protection pour les crues du Nil, ni des fondations. On n'a absolument rien du tout qui puisse au moins laisser supposer l'existence d'un temple. Et d'ailleurs, si ces temples se sont totalement effondrés, alors le temple d'Amenophis III des colosses de même nom, si vous voulez, et si tu veux aussi, je vous encourage à faire la recherche sur Google pour voir quelle était l'étendue du temple tel qu'on l'imagine. Si ce temple a disparu, il faut aussi se demander où sont les centaines de milliers de tonnes de matière qui étaient utilisées pour le temple. Donc quand on pense à tous ces éléments et qu'on les croise entre eux, effectivement, on voit qu'à Luxor, il y a des statues qui ne sont pas contemporaines du temple. On voit des colosses de même nom qui sont des statues, mais on ne trouve aucune trace véritable du temple. Ouais. Et bien là, justement, en termes de chronologie, on peut se dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Et pour revenir aux statues, que ce soit à la fois pour Ramsès, mais en l'occurrence aussi pour Amenophis, pour les colosses de même nom, on peut se demander qui étaient vraiment les personnes représentées. Étaient-ce des pharaons ou étaient-ce des gens qui remontent à plus loin? Alors quand je dis plus loin, ça peut être prédiluvien, mais ça peut aussi être toujours dans une période plus rapprochée, aux alentours de 5-7 000 ans. Oui, voilà. Mais en tout cas, 5-7 000 ans avant Jésus-Christ. Mais pré-dynastique, ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, on voit entre le plateau de Gizeh et certaines autres constructions de pyramides, on voit des différences de techniques d'assemblage et puis des différences de qualité fondamentales. Quand on voit les pyramides du plateau de Gizeh qui sont juste énormes
et puis qui sont toujours en place, ont supporté des tremblements de terre. Et puis quand on va voir certaines autres pyramides qui sont faites avec des blocs de pierre beaucoup plus petits, qui sont des pyramides donc beaucoup moins impressionnantes, et puis surtout qui commencent déjà à tomber en ruine, on a effectivement l'impression que il y a eu deux Égyptes en fait. Il y a eu effectivement l'Égypte la plus connue, c'est-à-dire l'Égypte des pharaons, la plus récente. Et puis il semblerait qu'il y a eu une autre Égypte avec des techniques de construction, sans doute une science, une façon de faire alternative, sans doute une façon de faire qu'aujourd'hui on ignore, et c'est pour ça que ça nous paraît bizarre. Mais enfin, tu confirmes qu'il y a bien des techniques de construction qui semblent totalement différentes, et on a l'impression vraiment qu'il y a eu deux époques très différentes en Égypte qui peuvent être éloignées. Donc, tu parlais de 5-7 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a peut-être eu voilà, une civilisation pré-dynastique, peut-être encore plus grandiose. Oui, 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 c'est tout à fait probable. 5-7, ça peut être 100 000 ans. Hein. En termes de datation, c'est très compliqué à expliquer. Il y a certains éléments qui nous permettent de dater certaines choses, notamment le Sphinx, et on y reviendra dans quelques instants. Pour prolonger ce que tu disais sur les pyramides, effectivement, donc il y a les pyramides, ce qu'on appelle nous les pyramides, donc celles de Gizeh et celles de Dachour. Il y en a d'autres aussi, comme celle de Meydoum ou celle d'Abu Rawash, mais c'est un site qui est fermé au public. Toutes ces statues, effectivement, ces pyramides, pardon, elles possèdent des caractéristiques architecturales qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on ne maîtrise pas en termes de conception et de réalisation. Il y a on peut lancer beaucoup d'idées, etc., mais jusqu'à présent, on ne sait pas comment on a construit les pyramides. Et on ne sait pas non plus à quoi elles ont servi. Alors, pourquoi elles sont des tombeaux? Parce que il faut bien trouver une utilité à ces pyramides. Le fait que ce que j'appelle moi les pyramides n'étaient pas des tombeaux, ça veut dire qu'aucune pyramide n'a été un tombeau dans la chronologie pharaonique. Oui, tout à fait. Ce que tu veux dire, c'est que le premier usage ne devait pas être un tombeau. C'est trop beau, c'est trop énorme pour avoir été simplement un tombeau. Mais il est vrai que si on parle d'une civilisation pré-dynastique très ancienne, puis qu'ensuite, je sais pas, il y a peut-être eu des cataclysmes sur Terre, et puis peut-être qu'on est reparti à zéro au niveau civilisationnel, il est possible que les peuples qui arrivent derrière, voyant ces immenses constructions, mais ne sachant ou ne pouvant peut-être plus les réutiliser avec, je dirais, leur plein potentiel, et les utiliser avec le mode de fonctionnement pour lequel elles avaient été prévues. Alors là-dessus, il y a énormément de spéculations. Bon, je sais que c'est pas forcément pour l'instant ton cheval de bataille. On va pas y venir tout de suite. On y reviendra peut-être après si tu veux. Mais en tous les cas, il est fort possible que effectivement après ils ont pu utiliser ça comme tombeau. Mais à la base, les bâtisseurs, les architectes, quand ils ont construit ça, c'était pas pour faire des tombeaux. C'est beaucoup beau, beaucoup trop complexe. Ils utilisent le nombre pi. Bref, enfin, on voit bien que intellectuellement, ça vole très très haut, quoi. C'est beaucoup plus intéressant que des simples tombeaux. Et d'ailleurs, on a le même problème, même si là, bon, c'est plus facile à justifier pour les archéologues. Quand ils parlent de dolmens, de mégalithes, bien de chez nous, c'est-à-dire de notre Karnak à nous, en Bretagne, le Karnak armoricain, eh bien, c'est vrai que là aussi, on nous dit que c'était des tombeaux. C'est bon, c'est probable aussi. Bon. Mais il est fort probable, enfin pour moi et pour tous les gens qui étudient les énergies telluriques, les énergies magnétiques subtiles, il est plutôt probable que ça a été fait justement dans des buts liés à ces choses subtiles, ces sciences en fait oubliées. Et après, il est possible que plusieurs millénaires ou plusieurs siècles après, certains les ont utilisés comme tombeaux, mais on sent quand même que sur tous ces édifices, qu'ils soient en Bretagne, des bons gros menhirs d'Obélix, il semblerait qu'en fait c'était plus intelligent que ça à l'utilisation, et que comme on a oublié cette science, on va dire, eh bien aujourd'hui on dit allez, c'est des tombeaux, mais il semblerait quand même que c'était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus grand et beaucoup plus beau le but de ces chefs-d'œuvre en fait. Oui, il y a un réemprunt des sites en tant que tombeau, oui, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a aussi une tentative de duplication
des pyramides à plus petite échelle, avec moins de compétences et des matériaux beaucoup plus petits qui ont été faites. Et dans ces pyramides, on a retrouvé effectivement des momies parce que ces pyramides sont issues de l'époque pharaonique, mais elles sont beaucoup plus petites et elles n'ont pas tenu. Et toutes ces pyramides, elles sont, voilà, elles sont. Il y a beaucoup de pyramides à Saqqara, mais elles font à peine quelques mètres de hauteur, simplement parce que c'est un amas de gravats. Et ce qui est aussi intéressant, c'est pour reprendre l'exemple de Saqqara ou la pyramide qui se trouve à Abu Ghorab, qui est un site fermé au public, mais j'essaye d'y aller quand c'est possible avec mes groupes, de les faire entrer dessus. On a des pyramides qui aujourd'hui se sont effondrées, mais qui ont toujours leur base mégalithique, soit en calcaire, soit en granit, ce qui montre bien que elles sont extrêmement vieilles, qu'à l'époque elles ont été construites par cette civilisation aux techniques mégalithiques, qu'ensuite il y a eu un réemprunt, une reconstruction, enfin peu importe. Et cette reconstruction, comme elle n'était pas réalisée avec les mêmes compétences et les mêmes matériaux, ça s'est effondré. Mais en tout cas, on le voit très bien sur la pyramide d'Ounas à Saqqara, où on a une base mégalithique et au-dessus, c'est des petits cailloux. On le voit aussi sur les pyramides annexes de la pyramide de Khéops et celle de Mykérinos à Gizeh, surtout celle de Mykérinos, où on voit qui dépasse du sol quelques petits morceaux de la base qui sont en granit, qui présentent les fameuses excroissances qu'on retrouve un petit peu partout à travers la planète. Et ces pyramides, elles aussi, elles sont ensuite réalisées avec vraiment des petits, enfin à petite échelle, avec des blocs qui font peut-être 50 cm sur 50 cm ou 60 sur 60. Mais c'est-à-dire que là, on veut bien croire que ce sont des esclaves avec des maillets et des pierres qui les ont posés. Par contre, quand on voit la pyramide de Gizeh, là, on a du mal quand même à croire que ça a été fait simplement avec des milliers d'esclaves quand on voit la taille des blocs. C'est le moi, ça. Ça aussi, c'est le moi. Ça, c'est encore de moi. Ça, c'était de moi. D'ailleurs, en parlant de la taille des blocs, il semble qu'en Amérique du Sud, les blocs sont encore plus impressionnants, non? Ils sont encore plus gros? Ça dépend. Sur certains monuments, certains endroits, quoi, je veux dire, bien sûr. Au Pérou, il me semble, non? Pas systématiquement, mais on est toujours dans une approche mégalithique. Et le lien que tu fais avec l'Amérique du Sud est très intéressant parce que là, comme je parlais de Mykérinos, la base du parement de Mykérinos, qui est en granit, dessus, on retrouve les aspects du granit qu'aujourd'hui on explique toujours de certaines manières, mais dans la pratique, ça n'est pas réalisable. Donc ce granit qui est mystérieux et dont on retrouve les caractéristiques totalement similaires. Donc c'est pas proche, tu vois. C'est vraiment un pur copier-coller. Et ça, on le retrouve aussi à Cusco et dans la vallée sacrée. Donc ça montre bien que à une époque, et ça c'est ma conviction, mais évidemment c'est toujours très compliqué de le démontrer, et c'est vraiment le but aussi de mon approche, c'est que à une époque pré-dynastique, époque indéterminable, moins 7, moins 100 000, à la limite, peu importe, il y avait une population mondiale, bon, de toute façon, la population a toujours été mondiale par définition, mais en tout cas qui était terrestre, mais qui était communicante et partageante. Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser ça par rapport au côté partage? Bah, si on a un copier-coller, un strict copier-coller de techniques qui sont inexplicables, encore inexplicables en tout cas, encore inexpliquées en Égypte et en Amérique du Sud. Oui, d'accord. Soit les Égyptiens se sont baladés au Pérou et ils se sont amusés, soit les Péruviens sont venus en Égypte, soit c'était une population qui était communicante et mobile, en tout cas à l'échelle mondiale. Ouais.
Parce On qu'il sent y a pas d'autre, il y a que ces trois explications. Ils n'ont C'est pas pas possible. gardé, c'était pas la logique d'aujourd'hui ou la logique plutôt capitaliste où on va garder la technique pour soi, pour faire un maximum de bénéfices et dans le meilleur des cas, on va la revendre très cher. Mais là, on est plus effectivement dans une civilisation qui semblait donner et communiquer ses connaissances. Effectivement, c'est plus une approche de partage. Et effectivement, c'est ça la vision des civilisations anciennes, la vision gauloise, la vie en harmonie, sans chercher à s'enrichir, sans chercher à dominer l'autre. Et ça me plaît. Bah, c'est possible, mais ça n'empêche pas de considérer tout ça avec un fonctionnement aussi, comment dire, économique et capitaliste. Je veux dire, aujourd'hui, la France a par exemple certaines compétences qu'elle revend pour, je sais pas, pour les n'importe quoi, des avions ou des hélicoptères qu'elle va vendre en Inde. C'est pas incompatible qu'à l'époque, éventuellement, les Égyptiens aient eu des connaissances qu'ils ont ensuite vendues. Donc l'aspect non capitaliste, effectivement, ça semble probable quand on voit tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on peut être sûr qu'ils étaient juste là des enfants de cœur qui se partageaient juste parce que c'est sympa, quoi. Alors, Ouais. je voulais te poser une question précise par rapport justement au Sphinx et à la pyramide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont positionnés là-dessus. Il semblerait donc que le Sphinx, enfin beaucoup disent qu'il serait plus ancien que la pyramide de Gizeh, notamment par rapport à ses traces d'érosion. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce dossier? Bah, c'est assez difficilement discutable en fait. Déterminer l'âge de la Grande Pyramide, c'est très compliqué. Déterminer l'âge du Sphinx, ça l'est tout autant, mais au moins pour le Sphinx, on a une date au-delà de laquelle, vers nous, chronologiquement, au-delà de laquelle, c'est pas possible qu'il ait été construit. Je m'explique pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet. Sur le Sphinx et sur son périmètre, on retrouve des traces d'érosion verticale qui ont été pour la première fois, si j'ai pas de bêtises, remarquées par un auteur qui s'appelait, parce qu'il est décédé en 1960, bon, dans les années 70, je crois, oui. Schwaller de Lubitz, qui a écrit un livre qui s'appelle Le roi de la théocratie pharaonique, dans lequel justement il note ces traces d'érosion verticale qui n'auraient pu être dues que à la pluie. Parce que le vent et le sable, ça ne fait qu'une érosion horizontale. Et donc voilà, CQFD, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on trouve des traces d'érosion verticale sur le Sphinx et sur son périmètre, pas sur sa tête, mais ça on reviendra sur sa tête un peu plus tard si tu veux, ça veut dire qu'il y a eu un jour où tout ça a été construit. Ils ont creusé le Sphinx. Le Sphinx, c'est à peu près 20 000 tonnes et c'est une statue monolithique qui a été creusée dans la colline de calcaire. Et tout ce qui a été déblayé autour, en fait, ça a été déblayé en mégalithes qui font, pour certains, jusqu'à 200-250 tonnes, qui ensuite ont constitué le temple du Sphinx qui est placé juste devant lui et le temple de la vallée qui est juste à côté. Et donc, tout ça, ça fait on a le Sphinx, on a enlevé tout le bazar autour et on a un grand périmètre qui fait le tour du Sphinx. Et sur ce périmètre, donc, lorsque ça a été construit, il faut bien attendre qu'il y ait un petit peu de pluie. Enfin, un petit peu. Voilà. Au moins beaucoup de pluie pour que cette érosion se crée. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et en tout cas depuis 7000 ans, le climat de Gizeh ne permet pas d'érosion aquatique. En Égypte, il pleut à peu près entre 2 et 5 cm par an. À Gizeh, c'est plus vieux qu'à Luxor et Assouan, mais ça reste quand même très très faible. C'est assez rare qu'on voit de la pluie. Il y a 7 mois de l'année où il pleut peut-être en moyenne 1 mm. Donc ça veut dire que lorsque ça a été construit, il a fallu, après cette date, encore plusieurs milliers d'années de fortes précipitations, donc de ce climat tempéré, pour que cette érosion se crée. Donc que le Sphinx a été construit en 2500 avant Jésus-Christ, date approximative parce qu'on l'attribue à Képhren, ça n'est en tout cas pas possible, car la pierre, qui ne ment jamais, nous montre que ça a été construit à une époque où il y a eu de la pluie. Voilà. Alors, donc, c'est-à-dire potentiellement, on va dire, à ce qu'on appelle
le dernier déluge, la dernière époque en fait glaciaire. C'est-à-dire que ça, bon, c'est reconnu par l'archéologie officielle. Il y a eu une époque glaciaire il y a à peu près 8 à 10 000 ans. Hein. L'Europe occidentale était glacée. Hein. La glace descendait jusqu'en Bretagne, hein, jusqu'en Normandie. Et du coup, en Égypte, c'était peut-être pas glacé, mais il pleuvait comme en Bretagne, quoi. Voilà, c'était pas glacé, mais il pleuvait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont appelé Karnak. Enfin, je sais pas s'il y a un lien entre le Karnak d'Égypte et le Karnak actuel de Bretagne. D'ailleurs, c'est peut-être, tu vois, peut-être que les Bretons aiment le climat pluvieux. Je sais pas, préfèrent ça à la glace. Tu me diras, c'est toujours mieux que la glace. Mais ça nous fait dire effectivement que le Sphinx aurait été construit avant cette époque glaciaire, ou en tout cas à une époque où il pleuvait beaucoup là-bas en Égypte. Bah, l'époque à laquelle il s'est arrêté de pleuvoir, c'est à peu près 7000 ans, donc 5000 avant Jésus-Christ. Là, ça reste toujours un peu approximatif, mais on peut dire entre moins 5 et moins 7. Moins 5 et moins 7000, la période à laquelle il y a eu cette aridification du climat. Donc ça veut dire que il faudrait au moins remonter, je sais pas, de 1000, 2 ou 3000 ans de fortes précipitations pour qu'entre la construction du Sphinx et l'aridification du climat, on n'ait plus à avoir cette érosion. Donc on est grosso modo entre moins 8 et moins 11. Et là, on tombe à peu près dans la fin de la dernière ère glaciaire. Mais ça ne veut pas dire que ce soit issu de là, ça peut très bien être issu de moins 10, moins 20, moins 100. Ça pourrait être plus ancien. Là, c'est vrai que là, on est vraiment, après, on est dans le flou, quoi. Hein. Voilà, je disais qu'on ne peut pas déterminer vraiment la date, mais en tout cas, on peut déterminer la date au-delà de laquelle ça n'a pas pu être construit. Et justement, alors, maintenant, la pyramide. Sur la pyramide, on ne trouve pas ces traces d'érosion. Donc, il semblerait, au niveau probabilité, toi, quelles seraient tes probabilités, si tu peux nous donner un chiffre, la probabilité que la pyramide ait été faite donc après cette époque pluvieuse, tu la mettrais à combien? Là, on ne peut pas répondre à cette question en réfléchissant érosion, parce que ce qu'on voit de la pyramide, c'est les blocs constitutifs qui étaient toujours protégés par le parement. Donc même si la pyramide était antérieure à la construction du Sphinx, elle possédait un parement qui aurait toujours protégé ce qu'aujourd'hui on voit. D'accord. Donc là, même en parlant d'érosion, il est impossible de déterminer un âge éventuel de la pyramide, parce qu'effectivement, on se dit, ouais, mais il n'y a pas d'érosion sur la pyramide. Oui, mais c'est normal, parce que le parement, il a pété à une époque désertique, donc forcément, ce qui reste derrière, ça n'a jamais connu d'érosion. D'accord, mais par contre, qu'est-ce qui aurait pu faire péter justement ce parement? Alors, on attribue un tremblement de terre du XIIe siècle à l'effondrement de ce parement. XIIe siècle avant Jules César, hein, c'est ça? JC, pardon. Après. XIIe siècle de notre ère. D'accord, oui, tu vois, j'ai bien fait de te demander à préciser. Donc, le parement ce serait qu'un tremblement de terre très récent, en fait. D'accord. Très récent. Il y a 800 ans à peu près. D'accord. Voilà, Et par rapport aux blocs issus du parement, on sait ce qu'on en aurait fait? Alors, les blocs du parement de la Grande Pyramide, on dit qu'on les a utilisés pour reconstruire le Caire. Alors, à cela, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est que pour la Grande Pyramide, on n'a pas de parement et on n'a rien autour de la pyramide. Je veux dire, rien en tant que reste de ce parement. Si reconstruction du Caire il y a eu, en réutilisant le parement de la Grande Pyramide qui était calcaire, ça voudrait dire qu'à l'époque, 12, 13e, 14e siècle, en tout cas les siècles qui ont suivi ce tremblement de terre, siècles pendant lesquels ils ont réutilisé tout ce qui s'était effondré pour reconstruire le Caire qui à l'époque était plus petit, on devrait avoir des quartiers quasi exclusivement composés de blocs de calcaire issus du parement. On est d'accord? Sauf que quand je demande où est-ce qu'on peut en voir, parce que j'aimerais bien en voir, moi, ces blocs, même s'ils ont retaillé en utilisant des petits blocs, moi j'aimerais aller dans le vieux, très vieux Caire pour voir des habitations construites avec des blocs de la pyramide. Mais ça, pour le moment, personne n'a été capable de m'indiquer des habitations.
ou des mosquées ou autres. Donc Mhm. ça, déjà, ça me ramène la puce à l'oreille. Ce qui m'amène aussi la puce à l'oreille, c'est un aspect économique, c'est que aujourd'hui, l'Égypte survit grâce au tourisme. Mhm. On peut être certain que si des parties du Caire avaient été reconstruites avec les parements de la pyramide, tu aurais des petits tours d'une demi-journée, etc., à la découverte du Caire construit avec les pyramides, parce que les Égyptiens bondiraient sur n'importe quelle opportunité pour essayer Oui, de faire de faire du business, de créer de nouveaux services touristiques bien sûr. pour générer un petit peu d'argent. Or, c'est pas le cas. Autre élément, c'est que même si on n'a rien autour de la grande pyramide, autour de la pyramide de Képhren, autour de la pyramide de Mykérinos, dont les parements sont aussi effondrés, sauf la pointe du parement de Képhren. Là, par contre, on a beaucoup de blocs autour de ces deux pyramides. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des blocs autour de ces deux pyramides et pas autour de la grande? Ça, c'est une question à laquelle je sais pas répondre aujourd'hui. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que sur la pyramide de Képhren, en dessous de la pointe qui est toujours magnifiquement maintenue. Alors attends, est-ce que j'ai une photo? Parce que c'est pas super parlant avec mes petits gestes maladroits devant la caméra. Ça, c'est la pyramide de Képhren. On voit le haut du parement qui est toujours intact, on est d'accord? Oui. Et en dessous, est-ce que tu arrives à distinguer le fait que sur à peu près un tiers de la partie restante, on voit que ce qui est abîmé est plus profond? Oui, tout à fait. Voilà. Ça, en fait, c'est un point de rupture. C'est comme une avalanche. Il y a un point de rupture et c'est de là que ça casse. Et c'est Mhm. en dessous que ça tombe. Et donc sur Képhren, est-ce qu'on voit les traces d'érosion alors? Sur le parement en haut, non. D'accord. Non, Ouais, non, ouais, pas de souci. donc d'accord, s'il n'y a pas de traces d'érosion sur Képhren quand même, qui est aussi sur le même plateau, ça voudrait dire qu'elle serait antérieure, quoi. Enfin, là, tu pourrais nous donner une probabilité. Tout à fait, tout à fait. Elle pourrait être plus récente que le Sphinx. Voilà. Oui. D'accord, d'accord. Ouais, bah oui, d'accord, tu vois, c'est comme ça qu'on. Le parement de Képhren, bah, tu vois, je l'ignorais. Ah, j'ai tellement de trucs à lire, mais c'est sûr que ton livre, je vais l'avaler, quoi. Je vais l'avaler parce qu'il a l'air vraiment super intéressant. Et puis ce qui est bien, c'est que tu es vraiment très méthodique, hein. Et ça c'est vraiment génial. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent et beaucoup de gens qui font des théories. Je suis vraiment content de parler avec toi parce que c'est du béton ou du granit ou du calcaire, c'est le cas de le dire, mais c'est du Ou solide. du géopolymère. D'accord. Encore un mot que je connais pas, impeccable. On en apprend vraiment. Tu sais, il y a des personnes enfin, il y a tellement de théories. Il y a même une théorie d'un dénommé Rock Soker qui est assez connu, quoi. Mhm. Il disait que lui, les pyramides auraient été construites au 19e siècle, il y a 200 ans. Donc, bon, là, tu me rassures, c'est vraiment quand même très ancien. La théorie du 19e siècle, construire les pyramides. Bah, si aujourd'hui on est plus que difficilement capable de les reproduire, c'est pas il y a 200 ans qu'on les Ah, tout aurait à fait. construites. Hum. Et puis quand bien même, alors ce serait qui? Ce serait, je sais pas moi, Belzoni, Caviglia, Howard Weiss, Napoléon, Champollion, etc. Où sont les plans? Qui a fait quoi, etc. Hum. Donc non, faut pas Ouais. non plus trop délirer, quoi. Non, on est bien Il d'accord, mais faut, bon, on sait jamais, quoi. Enfin, moi, je savais que c'était pas cohérent, ce truc-là, mais c'est toujours bien voilà, de revalider, de dire non, mais là, c'est n'importe quoi, parce que c'est quand même des gens, parfois, qui sont très influents, hein. Je pense que ton discours mériterait d'être vu justement par les gens qui suivent les personnes qui revendiquent ces théories, parce que bien souvent, c'est pas les gens les plus suivis qui sont les plus intéressants et qui disent les choses les plus vraies, hein. c'est vrai. Donc, Après, il y a aussi j'espère que enfin, c'est sûr, ton discours de toute façon sera de plus en plus connu. Et en tout cas, bah, tu vois, moi, je ferai tout pour que tu sois entendu. bah, c'est gentil, mais c'est pas, je veux dire, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a aussi une part d'ego qui intervient là-dedans. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient dire quelque chose par rapport à leur nom, quelque chose de concret. Tu vois, ça peut être Philippe Lheureux, ça peut être Roche Socker, ça peut être
ça peut être beaucoup de gens, francophones, anglophones, des Russes, enfin peu importe, mais des gens qui, dans un souci d'ego, veulent apporter quelque chose. Moi, j'ai aucun problème à dire, je sais pas, 10 fois par jour quand j'amène les groupes, aucune idée. Parce que c'est la vérité malgré tout. On peut simplement faire des recoupements, tirer des tendances, noter des anomalies, mais il ne faut pas avoir peur derrière d'admettre son ignorance et de se dire qu'on n'en sait pas plus. Et c'est ça aussi la magie de l'Égypte, parce que même en y allant plusieurs fois par an, il y a beaucoup de choses à chaque voyage, et puis à chaque voyage, j'ai des gens aux compétences techniques, ça c'est aussi une grande chance. Sur le dernier voyage, on avait un géomètre, une géologue et un architecte. Ça permet aussi d'avoir un œil technique de gens qui te disent, qui voient ça à travers leur expertise technique et qui sont capables de te dire que ça a été fait, en tout cas dans cette idée, mais pourquoi et comment, je ne suis pas capable de le dire. Et au fur et à mesure que je retourne en Égypte, il y a des choses que je pensais jusqu'à encore hier, et peut-être qu'au prochain voyage, du 29 avril au 11 mai, plus que 2 semaines pour s'inscrire, mais il n'y a plus que 2 places malheureusement. Bon, ça y est, elles sont parties là. C'est sûr que lors du prochain voyage, on va voir des choses que j'avais jamais vues jusqu'à présent, qui vont contredire certaines convictions que j'avais, et aussi à l'inverse, on va avoir de nouvelles convictions qui seront basées sur de nouvelles constatations qu'on va faire lors de ce prochain voyage. Et en tout cas, moi, la chose qui me remplit le plus de bonheur, c'est quand des profanes viennent sur les voyages, que ce soit le mari d'une passionnée ou la femme d'un passionné. C'est que même les profanes, le premier soir, ils ont compris que même si on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'on vient de voir là sur cette première journée, alors après il y en a encore 11 autres, mais ce qu'on vient de voir, c'est clair que ça va pas du tout avec ce qu'on m'a appris à l'école. Alors comme j'ai dit avant, je remets pas du tout la chronologie pharaonique, etc. La culture pharaonique, c'est une des plus belles choses qui puissent être données par notre héritage. Mais moi, mon grand bonheur, oui, c'est que, en l'occurrence, au mois de janvier, par exemple, on avait monsieur qui était un petit peu lampe de rancement de base extraterrestre, et madame qui était ingénieure construction. Et donc, très sceptique, oui, bon, on verra. Et puis au bout d'une demi-journée, c'était c'est quand même le bordel ici. Je sais pas comment ils ont fait, ces gens. Ouais, tout à fait. Et quand j'entends ça, je me dis que ma mission est accomplie. Parce que cette personne va rentrer, et puis elle va montrer des photos, elle va expliquer, et puis elle va. Et c'est comme ça que ça avance, on va dire. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est l'essentiel, c'est d'ouvrir l'esprit des gens, d'ouvrir leur conscience, sans forcément retomber dans des théories de dire bon bah voilà, on nous a menti, donc il faut tout jeter à la poubelle, tout est faux. Non, tout n'est pas faux, évidemment. Pas, hein. Mais on s'aperçoit que, encore une fois, peut-être aussi par rapport à des raisons d'ego, même si je pense qu'il y a aussi d'autres raisons profondes, plus politiques, mais on s'aperçoit qu'effectivement, ce qu'on nous raconte à l'école, cette théorie de la civilisation les civilisations qui se sont améliorées de façon linéaire et progressive petit à petit, moi j'y crois pas. Je suis plus dans une optique cyclique avec des civilisations qui s'améliorent techniquement, et puis ensuite il y a eu des remises à zéro comme des cycles quoi. Et c'est vrai quand on voit que on a des cycles au niveau des saisons, on a des cycles au niveau de la journée, le soleil qui se lève, la nuit. Et puis on est d'accord qu'en hiver il fait plus froid qu'en été. Ça, c'est les saisons de la Terre qui tournent autour du Soleil. Ça dépend où tu habites. Comment ? Ça dépend où tu habites. Oui, effectivement, en Égypte, il n'y a pas d'hiver. Ah, si, hein. Je peux te dire qu'il y a des matins, quand on est en novembre ou en janvier et qu'on se lève très très tôt pour prendre un avion et qu'on est à Assouan, par exemple, notre petite liquette, on ne regrette pas de l'avoir emmenée. Et donc ça, tout le monde le comprend bien, les saisons de l'année, la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais il faut savoir, les amis, que le Soleil aussi fait des cycles et que le Soleil, dans l'univers, il se déplace. Et il se déplace
il se déplace pas, pardon, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Il se déplace pas de façon droite, comme une droite. Il se déplace en vrille, en spirale. C'est-à-dire qu'en fait, lui aussi, il fait des cycles, il tourne. Donc là, on commence à réfléchir autrement. On commence à. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est doctrine ancienne et toutes les civilisations anciennes, tout ce qui est ancien nous parle des cycles justement. En Inde, ils appellent ça des yugas et on parle toujours de cycles. Bon, après, la durée, ça va dépendre. On ne sait jamais trop si c'est 10 000, 20 000, il y en a qui parlent de 100 000. Mais il y a quand même cette notion de cycle avec la Terre qui fera des changements climatiques peut-être brutaux. Bon, voilà. Il y a différentes explications en fait. Et c'est vrai, quand on voit ces pyramides, on se dit mince, là, l'humanité avait atteint un niveau civilisationnel beaucoup plus intéressant que celui qu'on nous conte à l'école où on nous dit que c'était simplement des gens primitifs qui n'avaient que la pierre et le maillet pour comme outil. Non, là, Mais malgré tout, très ingénieux. ouais. Mais ce qui est étonnant, là, je rebondis sur ce que tu disais avant par rapport à ce qu'on apprend par rapport à l'évolution linéaire des compétences d'une civilisation, c'est que quand bien même ce soit le discours, parallèlement, il y a aussi, par les mêmes personnes, enfin je veux dire par les historiens, le discours qui admet sans aucun problème que on a été dans la régression entre la quatrième dynastie, enfin celle des bâtisseurs, Khéops, Képhren, Mykérinos, et jusqu'à, je sais pas, les temples de Ramsès II, Hatshepsut, etc., grosso modo aux alentours de moins 1500. Donc il y a un peu ce double discours où on est on part de l'homme primitif et aujourd'hui on arrive à notre dentifrice avec des rayures et puis la bombe atomique. De manière linéaire, mais quand même, on admet sans aucun problème que sur une période de 1000 ans, on est parti d'un point de départ dont on ne connaît même pas l'origine, justement, dans cette approche progressive, parce que quand on parle des pyramides, on est à un instant T de compétences et de civilisation. Mais on n'a pas la naissance de ces compétences, de cette civilisation. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont développé ces compétences qui leur ont permis un jour de faire les pyramides. Donc déjà, ça, c'est totalement occulté, mais sans s'attarder là-dessus, quand bien même on parle de progression linéaire et vraiment de progression, pas de régression, on n'a aucun problème en parallèle à dire en 2500 il y avait ces pyramides, en 1500 il y avait ces temples, entre les deux, ça a été une régression, on a perdu des compétences, voilà. Alors, ce qui est expliqué pour cette perte de compétences, c'est que finalement, c'était plus la peine de faire des pyramides. C'était trop le bordel, on va plus s'emmerder avec ça, maintenant on va faire des temples. C'est malgré tout très simpliste, why not? Mais qu'est-ce qui nous permet de le dire? Ouais. Et comme je le disais au tout début, que ce soit alternatif ou académique, on est toujours dans la constatation et le recoupement pour tirer des tendances. Mais on n'est pas du tout dans la démonstration parce qu'aujourd'hui, rien ne peut être démontré. Concernant les pyramides, hein, attention, pas concernant les datations, les règnes, les pharaons, etc. Concernant les techniques de construction, tu avais fait une vidéo qui parlait d'une éventuelle technique de pierre moulée. Comme s'il existait une technique, une science qui aurait permis de ramollir les pierres, c'est ça? Tu peux nous réexpliquer de façon synthétique cette affaire? Ouais. Alors, il y a pas mal de choses concernant la pierre. Alors avant, j'ai utilisé le terme géopolymère. Les géopolymères, en fait, c'est quelque chose qui existe. C'est une technique qui existe, qui en fait consiste à casser du calcaire, on va dire, pour faire simple, on casse du calcaire et on va le recomposer de la manière dont on veut, comme un ciment, grosso modo. Est-ce que c'est possible de le faire avec du basalte, de l'albâtre, du granit, d'autres roches? Ça n'a pas été essayé, donc c'est très difficile de le dire. Donc on va dire que non.
Donc ça, c'est pour les géopolymères. Géopolymères qui expliqueraient pour certains la construction des pyramides, parce qu'à ce moment-là, ils auraient simplement fait des coffres, et ils auraient moulé, etc. Sauf que quand bien même ils auraient fait ça, ils n'ont pas tout moulé, parce qu'il y a des blocs sur les pyramides qui sont indéniablement taillés. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout moulé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout taillé? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait moite-moite? Ça aussi, voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir et à laquelle aujourd'hui, là-dessus non plus, on ne peut pas avoir de réponse. Pour ce qui est de la pierre ramollie, ou en tout cas cet aspect ramolli, on va le trouver surtout sur le parement de la pyramide de Mykérinos, sur lequel on retrouve des excroissances, qu'on retrouve également en Amérique du Sud, avec exactement la même, comment dirais-je, la même aspérité, les mêmes formes, c'est la même chose, c'est un copier-coller. On retrouve ça aussi sur certains blocs de l'Osirion d'Abydos. Et c'est vraiment cet aspect, parce que tu as des blocs de granit qui sont bombés, qui ont l'air, on a l'impression qu'ils ont été ramollis. Mhm. Lors de l'extraction, lors de la pose, ça on ne peut pas le savoir. Et on retrouve la même chose en Égypte et en Amérique du Sud. Et ce qui est très intéressant, j'ai mis une vidéo sur la chaîne mercredi dernier, concernant l'obélisque inachevé d'Assouan. Donc l'obélisque inachevé d'Assouan, c'est un des obélisques. Avant, je vous montrais justement les cartouches. Alors, je vais vous reprendre une petite photo. Sinon, je te fais confiance en post-prod pour mettre une très jolie photo de l'obélisque d'Hatchepsout de Karnak, par exemple, pour montrer un obélisque fini. Voilà, là, ça y est, il la voit. Là. Voilà, super. Et donc l'obélisque inachevé d'Assouan, c'est un obélisque qui, dit-on, a été commandé par Hatshepsut à peu près en moins 1500, grosso modo, juste pour avoir un peu une idée d'époque, dont la taille a été abandonnée à cause d'une fissure. Alors il y a beaucoup d'éléments à ce niveau-là, que je vais d'ailleurs aborder dans une prochaine vidéo concernant la probabilité d'un cataclysme planétaire qui nous a frappé, soit une fois ou plusieurs fois. Donc je ne vais pas en parler dans la vidéo, je vous invite à checker la chaîne pour voir cette vidéo, mais en tout cas, la dernière que j'ai faite sur l'obélisque d'Assouan, on a été, en tout cas, je ne sais pas si c'est une première mondiale, mais c'est la première fois que ça a été publié quelque part, c'est qu'on a trouvé partout dans la carrière d'Assouan des traces récurrentes, des dimensions récurrentes, d'outils, des traces laissées par les outils. Ces dimensions, elles sont de 30 sur 30, certaines 60 sur 60. Donc ça veut dire que de une, ça n'a pas été fait à la main par un travail abrasif, comme on nous le dit, car là, on l'a sous les yeux, on a des formes. Mais au-delà de ça, ces formes, elles sont laissées d'une certaine manière, et pour vraiment voir ce dont je parle, soit, si tu veux, je t'enverrai quelques photos, soit je vous encourage, comme je disais, à aller voir la vidéo de l'obélisque d'Assouan que j'ai posté au début du mois de janvier. On voit ces formes qui nous font penser à soit de la glace, comme quand tu prends un petit peu de glace avec une comment ça s'appelle, une cuillère, tu vois. Et donc ça, qu'est-ce que ça laisse penser? Ça laisse penser qu'il y a deux possibilités. Soit le granit, c'est le même qu'aujourd'hui, mais ils avaient la capacité technique pour l'extraire extrêmement facilement. Soit on était à une période si reculée que, pour des raisons X ou Y, la composition du granit et sa densité étaient autres que celles qu'on lui connaît aujourd'hui. Quel est le plus avec probable? Des paramètres. Voilà, quel est le plus probable? Quel est le moins probable? Qu'est-ce qui est Si la densité du granit était différente, ça veut dire qu'on était sur une planète où la force gravitationnelle aurait été également totalement différente. Donc finalement, tout aurait été différent. Ça, je l'aborde très brièvement dans mon livre parce que c'est un sujet extrêmement complexe, mais il y a un Sud-Américain, péruvien si je dis pas de bêtises, qui parle de la cosmogonie ou cosmogénie. Cosmogonie. C'est cosmogonie en français? Ok, alors la cosmogonie des trois temps, qui développe les trois époques de densité différentes qu'a connues la Terre. Et une de ces périodes de densité différentes de la nôtre aujourd'hui aurait été cette époque de laquelle
sont issues les constructions, en tout cas qui présentent du granit, dont on ne saurait aujourd'hui expliquer Ouais. comment dire, l'aspect en tout cas. Bah, cette cosmogonie correspond à la cosmogonie nordique aussi authentique, la cosmogonie hindoue, à la cosmogonie iranienne, enfin à des tas de cosmogonies en fait. Bon, qu'on parle de 3 cycles ou de 4 âges, euh, chez les anciens, on parle de l'âge d'or, donc Mhm. qui est le premier âge, qui est, bah, comme son nom l'indique, un âge plus heureux où il serait plus facile de vivre sur Terre parce que la Terre serait excessivement fertile. Euh, et donc, ça corrobore avec ce que tu disais. Ça veut dire que ça vient vraiment de la planète elle-même, en fait, qui est beaucoup plus accueillante. Puis ensuite, il y a l'âge d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une involution, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour la vie et pour les humains, par conséquent, de s'exprimer, de survivre. Puis ensuite, encore, on dégénère, âge de bronze. Et en ce moment, on serait à la pire période, mon ami, C'est l'âge de quoi? l'âge de fer, le L'âge de Kali fer. Yuga. Ce serait D'accord. le plus difficile. Et ce serait la période, justement, tu parlais de densité. Et... Bon, on va pas parler d'alchimie ou de choses de traditions spirituelles, mais c'est ce qui est dit dans les traditions spirituelles authentiques, qui sont malheureusement devenues ésotériques. Bon, c'est un long débat. Mais on parle toujours de cette idée de gravité, de légèreté, de lourdeur, d'élévation. Et ça corrobore avec ce que tu disais par rapport à la densité de la Terre aussi qui influe directement sur nous. Et donc on serait dans l'époque la plus gravitationnelle et où on serait donc le plus dans la matière, entre guillemets, et même au niveau mental, on est plus orienté vers les consommations de biens matériels plus que vers les choses qui élèvent, les choses philosophiques, les choses plus vivantes. Et donc voilà, ça corrobore parfaitement avec les théories Mhm. celto-vikings, qui ne sont pas que celto-vikings, comme je te l'ai dit. En fait, tu retrouves ça dans toutes les traditions anciennes, y compris donc chez les Indiens d'Amérique, même chez certaines tribus africaines. C'est vrai que tout le monde te parle de ces cycles où on parle d'un point plus heureux, plus agréable, l'âge d'or, avec c'est possible que ce soit, enfin moi je rejoins ça aussi quand même, par rapport à la gravité, en tout cas par rapport aux conditions de vie sur la Terre, tout Mhm. simplement, qui pour moi sont liées au cycle solaire, c'est-à-dire il y en a qui parlent d'ère précessionnelle. Moi je préfère parler de cycle solaire, de saison solaire, parce que comme ça on se la joue pas scientifique, les gens comprennent tout de suite que quand tu parles d'ère précessionnelle, les gens comprennent pas. Tu comprends les saisons sur une année, le printemps, l'été, l'automne. Bah, dis-toi que pour le Soleil, c'est la même chose. Et le Soleil influe directement sur le champ magnétique terrestre. Et sauf que les saisons ne durent pas 3 mois, mais elles durent 2, 4, 5 000 ans. Et donc là, on serait en ce moment, là, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même une union de tous les courants ésotériques, quels qu'ils soient. Mhm. Tout le monde te dit qu'on arrive à la fin du Kali Yuga, mais qu'en même temps, il va y avoir cette fameuse apocalypse qui veut dire révélation, en fait, et qu'on va arriver dans l'ère du Verseau qui va être le basculement vers un nouvel âge d'or. Mais on est encore à l'âge de fer et pour arriver à l'âge d'or, il risque d'y avoir les fameux chamboulements dont tu parlais, les cataclysmes et tout. Donc en fait, on n'est pas sorti de l'auberge, mon ami. Bah, Je ça dis sera pour pas que les ça va prochains. arriver, mais je dis que ça paraît cohérent et c'est vrai que c'est ce qui ressort beaucoup dans tous les courants alternatifs. Ça, c'est vrai que c'est un gros point commun. Voilà, après, moi, si je raisonne en termes de probabilité, et c'est vrai que ça paraît tout à fait probable et cohérent. Et après, oui, juste pour conclure là, sur ce granit, etc. Densités différentes, cycles ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu qu'il y avait effectivement des outils avec des dimensions qui ont pu être déterminées, ou en tout cas les traces laissées par ces outils ont été déterminées de manière récurrente et omniprésente partout sur l'obélisque et sur la carrière d'Assouan, pour prouver que, quand bien même on ne saurait pas les déterminer, au moins on est capable d'invalider la théorie du travail manuel abrasif qui prend des années et des années. Ouais.
Et puis pour rentrer plus dans le détail, bah oui, j'en ai consacré évidemment un chapitre dans mon livre, mais aussi dans une des prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne, on va pouvoir entrer. Enfin, j'en parle un petit peu parce qu'il y a aussi un deuxième obélisque inachevé à Souan, ça personne ne le sait, Mhm. dont on ne connaît pas l'existence si on se balade juste dans la carrière, parce que à l'œil nu, on ne voit pas qu'il est là. Il faut savoir qu'il est ici, et toujours j'emmène mes groupes pour les voir parce que c'est encore plus parlant à cet endroit-là qu'ailleurs dans la carrière pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer. D'accord. Et alors, avant peut-être que tu nous parles un peu plus de ton livre dans le détail, est-ce que tu as on dirait-je, des théories à prendre bien sûr avec des pincettes sur les applications de cette pyramide, enfin de ces grandes pyramides du plateau de Gizeh? Est-ce que je t'oblige pas à t'engager, hein, mais est-ce qu'il y a des explications moi, je sais que j'aime bien la thèse de. Enfin, moi, j'hésite pas à me jeter à l'eau. La piézoélectricité. Et puis, donc, les pyramides produiraient de la piézoélectricité. Et puis, une autre fonctionnalité qui serait également de purifier de l'eau. Parce que la forme pyramidale, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'électroculture. Et ça, vous pouvez le vérifier, les amis, dans votre propre jardin. J'essaierai de mettre un lien vers une chaîne web aussi très intéressante que je vais essayer d'inviter d'ailleurs, qui s'intéresse à l'électroculture et à la culture, on va dire, avec les forces magnétiques naturelles, hein, telluriques et cosmiques. C'est un monsieur qui met si tu veux, des pyramides avec uniquement les arêtes constituées avec des arceaux de fer. Hein, c'est-à-dire, tu as juste les arêtes en fer. Il met les pyramides sur là où il cultive. Il met également de la musique classique en 432 Hz. Et rien qu'avec ça, il arrive à augmenter ses gains, enfin sa productivité de légumes, si tu veux, il disait de 30 à 50%. Et là, il y a un monsieur qui a fait également une bonne vidéo là chez un confrère belge. Il disait que lui, il s'est construit des petites pyramides chez lui, tu vois, et il mettait des bouteilles d'eau dedans. Et il disait que après, il faut orienter la pyramide comme il faut, que son eau avait été au niveau vibratoire modifiée, et il disait qu'elle était différente au niveau du goût et que depuis qu'il en buvait, il se sentait mieux. Bon voilà, à prendre avec des pincettes, j'ai pas validé, mais tout ceci me paraît très cohérent, et moi je vais bientôt de toute façon le tester personnellement. Bref, ça c'est mes thèses à moi. Quelles sont les tiennes? Est-ce que tu veux que j'allume un petit peu avant que je rentre dans mes thèses? Parce Ouais, que vas-y, allume un peu. Si on... là, je suis pas en France et il fait bientôt nuit. Alors, Ouais, t'es où? T'es en Finlande là ou quoi? ah bah Ah oui, voilà. on te voit mieux. T'es où Voilà. là? Tu dois être vachement au nord ou vachement au sud? Non, tu dois être vachement au nord. Je dis pas où je suis. Oh là, comment ça? T'es agent secret ou quoi? Non, c'est juste qu'il fait nuit 1 heure plus tôt qu'en France. Voilà tout. D'accord, donc de toute façon, avec ça, on va pouvoir calculer le méridien, la latitude, hein. Donc ça va être vite fait, hein. Soit t'es vers le Canada, soit t'es vers la Norvège, soit t'es en Russie. Voilà. Pourtant, il est la même heure que chez toi. Il est 15h56 là, précisément. Ouais, après, ils peuvent rien y faire, hein. Ils sont plus au nord, ils sont plus au nord, hein. Ouais, donc donc t'es Non, en mais je veux dire, si Écosse. je suis au Canada, T'es en Écosse. il est 9h du mat, quoi. Merci, t'es en Écosse ou en Islande ou en Norvège. Bon, ok, je te force pas. Non, t'inquiète. Euh, Quelles Euh, sont donc toi tes thèses préférées sur les fonctionnalités de la Grande Pyramide? Alors, piézoélectricité, en fait, quelle que soit l'idée, moi, ce qui m'intéresse surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui balancent des idées comme ça, mais moi, je dis toujours, oui, alors, ok, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Piézoélectricité, mais alors pourquoi faire? Parce Bah, qu'après, il faut quand même. pour allumer des lampes, il y a pas mal de dessins où on voit enfin, des pharaons ou des Égyptiens avec des choses qui ressemblent fortement à des lampes à arc. Exactement Alors, comme les lampes qui avaient été montrées et inventées par Tesla. beaucoup de dessins, non, il y en a 3. Je vais te les montrer. Parce ils sont à Dendera, qui est un temple à peu près 1 heure et ouais, 2 heures, on va dire, au nord de Luxor.
il y a une crypte souterraine qui est ouverte au public, une des 22 cryptes, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans toutes les autres. Mais en tout cas, dans ces cryptes, ouais, on voit ceci. Alors, si on voit pas assez bien, je te Là, on laisserai. voit pas, on va mettre. Ok, je t'enverrai Voilà. des jolies photos. Mais Donc, là, effectivement, disons qu'on l'a mis là. ok, ce que tu appelles beaucoup de dessins avec des lampes, bon, il y en a que 3 dans toute l'Égypte. Mhm. Mais voilà, même pour faire une fois qu'on a l'électricité, il faut la stocker, il faut la transmettre. Il y a beaucoup d'applications qui découlent de la génération d'électricité. Mais ce qui, moi, m'apparaît le plus évident à force d'y aller, c'est que les pyramides avaient une utilisation technique, peu importe ce que ça veut dire, technique ou mécanique, enfin en tout cas, elles avaient un fonctionnement propre de par leur composition, et que ce fonctionnement était, comment dirais-je, autosuffisant. C'est-à-dire qu'une fois que ça marchait, de par soit le fait qu'on y mette de l'eau en souterrain, ou qu'on y mette de l'eau à l'intérieur, ou des gaz, ou autre, en tout cas, ça suffisait à ce que cette Oui. activation puisse devenir pérenne. Oui, ça c'est vraiment philosophiquement, c'est l'harmonie avec la nature. C'est-à-dire que c'était pas une technologie qui consomme des ressources finies, parce qu'on sait que le pétrole, au bout d'un moment donné, il y en aura plus. Le nucléaire, on sait que c'est pas durable. C'est vrai que nous, on est une civilisation qui utilise des ressources qui sont déjà limitées. Alors que là, en gros, tu nous dis que c'est un système qui se suffit à lui-même, qui est autonome, qui est respectueux finalement de l'harmonie, de la nature, etc., quoi. C'est un feeling que j'ai, d'autant plus que quand on a la chance d'y aller, j'emmène toujours mes petits voyageurs chez Youssef Aouyan, Mhm. qui est un Égyptien qui fait un petit peu la même chose que ce que je fais, mais depuis très longtemps, bien plus longtemps, et en anglais. Et puis lui, il est descendant de traditions orales et de kémites, même si les Mhm. kémites à l'époque étaient très probablement noirs. Euh, Où est-ce que j'en étais? Oui, on va le voir, et puis alors c'est toujours une petite session de questions-réponses improvisées, que j'essaye toujours de filmer pour le partager avec ceux qui n'ont pas la chance de voyager avec moi, pour qu'ils Mhm. voient au moins un petit peu ça sur la chaîne. Et puis il y a toujours une petite expérience qu'il fait quand il a sa machine. En fait, il y a une petite machine qui permet de générer un champ électromagnétique de très faible amplitude, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait asseoir sur une chaise en bois, donc isolante, pieds nus sur sur ce générateur électromagnétique. Et dans ta main, il va faire passer quelques différentes statues, tantôt en albâtre, tantôt en basalte, granit, calcaire, etc., etc., grès. Et il va ramener une petite tige d'aluminium, et il y a un courant qui va se créer. Une Mhm. petite étincelle, et des fois, quand on arrive bien à se débrouiller, en fait, il y a cette étincelle, elle est longue, elle fait quelques centimètres, et elle subsiste entre la tige et la statue. Donc ça veut dire que avec un peu de courant électromagnétique et de la pierre, on a de l'énergie. Après, tout ce qu'il faut, c'est de savoir la capter. La capter, Ouais. éventuellement la stocker s'il y a un surplus, et la transmettre. Mais ce qui veut tout simplement dire que si à cette échelle, on arrive à créer cette réaction, je dis pas que c'est possible ni rien, mais on peut tout à fait concevoir qu'à la place de cette petite machine qui produit un champ électromagnétique, ce soit la Terre, ce gigantesque créateur, Tout cette à fait. gigantesque machine Le champ magnétique électromagnétique. terrestre, ouais, Et au lieu d'avoir naturel. une petite statue qui fait 5-10 cm dans la main, eh ben, on a des millions et des millions de blocs. Et donc là, on est dans la version stéroïde de ce qu'on Ouais. vient d'essayer dans ce petit boui-boui. Et donc, forcément, de là, on peut se dire qu'il y a pu y avoir de la création d'énergie. Et ça n'a rien de délirant, c'est simplement Tout à qu'on fait, voit tout à que fait. naturellement, elle est là, l'énergie. L'eau est L'électricité, intimement liée à l'électricité, hein. voilà. L'électrolyse, enfin des tas de phénomènes magnétiques. Moi qui est ingénieur, voilà, pour moi ça me paraît tout à fait cohérent. Le magnétisme, c'est quelque chose, c'est une science en fait qui est non exploitée à 100%, quoi.
On utilise des dynamos, des aimants déjà pour produire l'électricité elle-même. Mais derrière, quand tu regardes avec un peu plus de détails, tu te dis, mais mince, il doit y avoir des tas d'autres applications par rapport au magnétisme, à l'électromagnétisme. Et encore une fois, voilà, on revient toujours à cette science-là, qui pour moi était vraiment la science, on va dire, des anciens. Ce qu'appelait Schwager de intéressant. Lubitz la science sacrée. Voilà, la science dite sacrée parce qu'au final, on a voulu surtout, il semblerait qu'il y a eu des choix, notamment de la part d'un certain empire, bref, pour ce qui est de l'Europe, de certains dirigeants politiques, de plus utiliser cette science finalement. Donc c'est pour ça que c'est devenu sacré ou ésotérique, alors qu'en réalité, tous ces phénomènes semblent être des phénomènes parfaitement naturels. Voilà. Et pour rebondir sur cet aspect naturel dont tu parles, comment est-ce qu'on dit pyramide en égyptien? On appelle ça le Per Neter. Donc, Per, c'est la maison. Et Neter, on dit que c'est le dieu. On dit que c'est le dieu. Mais quand on discute un peu plus avec des personnes qui ont des connaissances traditionnelles orales, et quand on cherche un petit peu plus loin aussi dans les similitudes linguistiques qu'on a avec nos langues actuelles, Per Neter, pourquoi ça ne serait pas la maison du dieu, effectivement, mais quel dieu? Pas le dieu que l'on croit enterré dans un sarcophage et un tombeau qui n'existe pas, mais le dieu nature. Oui. C'est la maison de la nature. Ouais, et moi je dirais même étymologiquement, il y a le mot éther. Donc l'éther, ça se réfère justement au champ magnétique terrestre qui est autour de nous, à tout ce qui est ce qu'ils appellent en physique quantique maintenant énergie du vide. Mais en fait, les Grecs appelaient ça éther. Et d'ailleurs, on parle de l'éther net. C'est-à-dire qu'avant Internet, donc là tout le monde connaît, c'est le réseau Internet. Mais juste avant ça, il y a eu l'Ethernet, c'est-à-dire les premiers réseaux locaux informatiques dans vos entreprises. Quand vous êtes en réseau d'entreprise, votre LAN là, ça s'appelle d'abord l'Ethernet. Et en fait, il semblerait que ça vient vraiment de quelqu'un d'initié entre guillemets qui a donné ce nom-là, parce que on dit chez les anciens, dans les anciennes traditions, on dit que certaines personnes sont capables entre guillemets d'avoir des intuitions par justement de lire des informations dans ce fameux champ magnétique terrestre qui est autour de nous, qu'on appelle justement éther, comme si c'était un petit clin d'œil en disant, bah voilà, il y a peut-être, bon là on spécule un peu, quelques millénaires peut-être que certaines personnes étaient capables de directement lire des informations dans ce qui est naturel autour de nous, ce qu'on peut appeler éther, et comme si quand on a recréé les premiers réseaux Ethernet, donc qui sont devenus Internet, qui nous permettent à nous humains, à toi et moi, de nous connecter de façon directe, même si toi, tu es dans un endroit secret, on ne dira pas, mais ça nous permet de nous mettre en relation directe, un peu comme c'était le cas avant, semblerait-il. Donc effectivement, ouais, Per Neter, tu vois, je connaissais pas, et c'est... Ouais, moi je marche à fond, c'est le genre de truc qui te met aussi sur des voies ou qui va confirmer des faits techniques concrets comme ton ami là, égyptien a montré. Et moi, ça me va, ça, ce genre d'explication. Bon, bah si ça te va, c'est bon. Merci les amis, à la prochaine. Ouais. Salut, au revoir. Bon, bah ouais, on va peut-être conclure. Non, mais comme tu veux, hein, si tu avais d'autres questions. Ouais, là, effectivement. On peut parler pendant 3-4 semaines. On peut parler de ton livre. Si tu veux, oui. On va conclure en parlant de ton actu. Qu'est-ce que... voilà. À toi de nous dire quel est ton actu, si tu voulais rajouter un truc par rapport à ton bouquin. Moi, je vais mettre les liens, de toute façon. Tout ce qui concerne Yann et sa chaîne RAW, Révélation Aventure Web, ce sera dans la description de la vidéo. Donc, vous allez trouver tout. Le livre, pour mon livre, la chaîne, le site. Mon livre, magnifique couverture. Alors, c'est pas un livre d'auto-édition, etc. C'est un vrai livre avec un vrai éditeur. Enfin, ça ressemble à un livre. Hein. C'est pas un truc amateur que j'ai fait. Il y a 13, donc, le guide secret de l'Égypte ancienne, 13 sites d'exception pour repenser notre histoire. Et un petit peu, en fait, c'est la version détaillée et imagée. Alors, il y a 230 images en noir et blanc, parce que 230 images en couleur, malheureusement, ça ferait un livre à 50-60 euros. C'est pas trop possible. Mais en tout cas, c'est que des photos
que j'ai prises moi-même, donc que vous voyez la réalité, c'est pas des images pour vendre comment dire, sur Google des sublimes images incroyables. Non, c'est vraiment des images qui illustrent le propos. Le propos qui ne vient pas que de moi, il est aussi croisé avec combien est-ce que j'ai à la fin, je ne sais pas, 50 ou 60 sources bibliographiques d'autres personnes qui sont peut-être plus légitimes, plus reconnues, plus anciennes, qui ont abordé les mêmes sujets. Donc, c'est pas un délire que j'ai fait tout seul dans mon salon. Hein. C'est vraiment un vrai travail en recoupant des informations et en les appuyant avec ce que d'autres avaient déjà pu dire. Seulement, moi, je l'ai illustré aussi avec mes visites in situ. Et les sites qui sont abordés, alors je vais les lire pour pas me gourer, hein, pour pas en oublier. Donc il y a Dachour avec la pyramide rouge, la pyramide rhomboïdale et le pyramidion. Il y a Saqqara, il y a Abou-Sir Abou-Garab, l'obélisque inachevé d'Assouan, l'île éléphantine aussi à Assouan, le Ramesséum, les colosses de même nom, le temple de Luxor, le temple de Karnak, Abydos, Dendera, le Sphinx, les pyramides de Gizeh. Et puis le livre, il fait combien? Il fait un peu plus de 300 pages avec 230 photos prises par l'auteur. C'est moi. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, qui veulent rentrer un peu plus dans le vif du sujet, n'hésitez pas à checker ce livre. Il est dispo sur Amazon directement. Pour ceux qui malheureusement n'ont pas les moyens de s'offrir le livre qui est à 23 ou 25 euros suivant les périodes, je vous encourage vivement à aller sur ma chaîne Révélation et Aventure Web. Je poste une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches à 7 heures du matin. J'essaye de combiner à la fois des petits sujets comme ça, comme ce qu'on vient de parler, de manière imagée. J'essaye aussi de partager un maximum d'images que je filme directement pendant mes voyages pour que les gens voient mais aussi vraiment filmer directement avec la caméra sur les sites de quoi on parle, parce que une image vaut 1000 mots, mais une vidéo vaut 1000 images. Donc, donc ça fait 1 million de mots, les images des vidéos. Et puis, bah, effectivement, là, donc, j'ai eu un dernier voyage au mois de novembre. Donc là, je commence un petit peu à partager les vidéos qui ont été tournées là-bas sur place. Et j'essaie de les combiner aussi avec d'autres choses, c'est révélations et aventures. Donc c'est aussi la découverte des beautés, pas que des mystères, mais aussi des beautés qu'on trouve à travers la planète. Des fois, je parle un peu d'autres choses, de l'Islande, de l'Asie. Là, aujourd'hui, on enregistre... L'Islande, ça va m'intéresser sérieusement, ça. Pardon? L'Islande, ça va m'intéresser sérieusement. Ah bah écoute, si t'as des... On pourra pas en être loin, là, je suis sûr. On pourra en parler... Non, je te dis, en Islande, il est 13h10, donc moi, je suis pas en Islande. Oui, Islande, j'y vais avec un groupe fin juin. Ouais. Donc, si tu veux, on pourra parler en off pour voir s'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais que je me penche. Ouais, au meilleur moment, lorsque le soleil se couche qu'à 2h du matin, je crois, il se relève à 4h. Non, c'est un truc dans le genre. Non, c'est le soleil de minuit, il fait jamais nuit en fait. Ouais, mais il passe quand même en dessous de l'horizon, c'est l'horreur. Il passe en dessous de l'horizon, effectivement, voilà. mais il fait, quand t'atterris à 1h du mat et qu'il fait jour, c'est assez bizarre. Oui, d'accord, il fait toujours, il fait toujours de la lumière. Quoi. Ouais. Il se couche quand même, mais t'as encore l'aurore. Attends, voilà. bouge pas, je te montre une photo. Hop là, petit album photo personnel. Cette photo que tu vois là. Ah, le Mont Méru. Non, c'est quoi comme montagne ça? La montagne Kirkjufell, c'est la cascade de Kirkjufell. Cette photo, elle a été prise à 4h du matin. Waouh! Vive l'Islande, mais on a été. Attends, je t'en trouve une autre. Une autre pas mal, qui était prise au même moment. Ouais, celle-ci aussi prise à 4h du matin. Juste que tu vois, que tu t'imagines un peu. C'est magnifique. Islande, et puis là, la prochaine vidéo, ça va être sur les plus beaux temples de Bali. Une sorte de petite introduction parce qu'on va passer plusieurs semaines à Bali au mois de février pour filmer tous les temples et on va partager ça sur la chaîne. Et là, mon prochain départ, c'est dimanche avec un groupe où on va faire les temples de Thaïlande et la région d'Angkor, avec notamment Angkor Wat, mais Angkor Thom, enfin plein de tous ces temples. Tout sera filmé, tout sera partagé sur la chaîne YouTube petit à petit. Le prochain voyage en Égypte, ce sera du 29 avril au 11 mai.
Là aussi, bah, comme d'habitude, je vais continuer à chaque fois à filmer sous différents angles tous les différents sites pour à chaque fois les partager avec tout le monde sur la chaîne YouTube. Et pour les plus passionnés et qui veulent vivre ça vraiment sur le terrain, tu pourras remettre éventuellement le lien. Vous pouvez voir les descriptifs des voyages que j'ai créés. J'ai créé une société pour être le seul au monde, en tout cas en archéologie alternative, à créer mes voyages et les encadrer moi-même de manière légale et déclarée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, donc pour ceux qui veulent voyager aussi avec moi, parce que malgré tout, il y en a, bah, tu pourras mettre les liens si tu veux. Bien sûr. Tout sera dans la description de la vidéo. Ok, super. Et puis, par contre, oui, malheureusement, pour le voyage d'avril-mai, tous les voyages sont limités en nombre de places. Ouais. Et pour celui-là, il n'y a plus que 2 places dispo et les inscriptions se terminent à la fin janvier. Donc, si tu postes la vidéo avant fin janvier, dépêchez-vous, si jamais c'est pas complet. Sinon, le prochain départ, je pense que pour l'Égypte, ce sera au mois de novembre. Et il y a le Pérou et la Bolivie au mois d'octobre. Donc ça aussi, ça va être 2 semaines absolument exceptionnelles. On va aller non seulement à Cusco, dans la vallée sacrée au Machu Picchu, mais on va aussi traverser la frontière pour aller en Bolivie et aller à Tiwanaku et Pumapunku. Donc voilà. Et puis bah, c'est déjà pas mal, je dirais. Voilà. Donc beaucoup d'actu, beaucoup de vidéos, beaucoup de boulot pour partager à tout le monde, pour ceux qui n'ont pas la chance soit de voir ça dans les livres, soit de voir ça en voyage directement, que au moins vous puissiez voyager. Et c'est toujours un vrai plaisir de partager ça. Et surtout, vu l'engouement et les réactions des gens, bon, je parle pas des quelques trolls qui sont là pour casser tous les projets. Oui. Parce que oui, c'est un peu un mal français, quoi, de cracher sur l'entrepreneuriat et les gens qui essaient de faire des choses seuls. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. En tout cas, pour tous ceux qui encouragent, c'est un grand plaisir de faire toutes ces vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Bah écoute, c'était un grand plaisir en tout cas de t'avoir reçu pour cette interview. Donc au plaisir de s'en refaire peut-être un de ces jours. En tous les cas, merci à toi. Et puis bah au plaisir. De toute façon, on reste en contact. Je te suis. Continue tes investigations. Merci. Bah, merci. Au revoir Yann et merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager et à mettre des petits pouces. Et à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur Pagans TV. Et puis ça se trouve, on va retrouver Mister sur ma chaîne dans les mois à venir, qui sait. Hein, ouais, bon, en tout cas, je te remercie parce que tu vois, au moins toi, tu as la bonne fibre. J'oublie systématiquement de dire aux gens de liker, de partager. Et je suis vraiment content que tu le fasses à ma place, que tu vois, ça m'était totalement sorti de l'esprit et on sent que ce truc-là, tu maîtrises en tout cas. Bah, merci d'avoir fait pour moi, d'avoir comblé cette lacune. Avec grand plaisir. Si tu veux, je t'enregistre un petit message template que tu mettras. Oui, voilà, je vais le rajouter à la fin de chaque vidéo. Ça serait cool, ouais. Voilà. Yann qui fait ma promo à la fin de chacune de mes vidéos. Bon, allez, merci, à la prochaine. À bientôt. Salut, mec. Ciao. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Partagez. Ciao. Et continue comme ça, force et honneur.